Bonjour et merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Seconde. Voilà. Et normalement, on est en plein écran. Merci encore pour cette invitation. Là, je suis content de pouvoir venir vous parler un petit peu du projet, aussi avec Christine qui va me suivre. En deux mots, enfin ça a été dit, hein, on est sur un projet européen, donc avec beaucoup de partenaires, un projet à la fois interdisciplinaire, multi-acteurs, même si les approches, on va dire, de sciences économiques et sociales sont censées être cadrées un petit peu les objectifs et les méthodes d'investigation du projet, même s'il y a un certain nombre de volets aussi plus participatifs. Mais aujourd'hui, on va surtout revenir sur certains des résultats, évidemment pas tous, qui sont aussi, d'ailleurs, je préfère le préciser, des résultats, disons, provisoires. Hein. Le projet a encore plus d'un an de vie devant lui. Sur différents volets, je disais ces résultats provisoires, et moi je vais me concentrer sur des enquêtes qui ont été menées, donc des enquêtes de sociologie qui ont été menées à propos des vétérinaires et des vétérinaires français, puisque des enquêtes similaires ont été menées dans d'autres pays, mais aujourd'hui j'en parlerai pas. L'analyse un petit peu croisée des données des différents pays est en cours, et je vais me concentrer sur le cas national qui nous concerne plus directement ici. Une des grandes questions qu'on se posait, hein, à partir d'un moment donné, on allait enquêter sur les vétérinaires, on a aussi enquêté évidemment sur les éleveurs, mais ça c'est d'autres résultats. Mais là, ce qu'on se demandait en travaillant sur les vétérinaires, c'est à la fois comment ils contribuaient, hein, à la baisse de l'utilisation des antibiotiques en élevage qu'on observe en France comme ailleurs depuis une dizaine d'années. Hein. On est autour de 50% de réduction selon les chiffres du deuxième plan éco-antibio. Mais donc non seulement comment ils contribuaient, mais surtout qu'est-ce que ça changeait en fait à leur métier. Puisque on savait, grâce à des travaux notamment d'historiens, que les approches très centrées sur la clinique, la cure ou le soin des animaux, et au sein de ces approches, la place des médicaments et a fortiori des antibiotiques avait joué un rôle important. On avait même pensé il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années que ce serait difficile de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage. Au final, encore une fois, les résultats sont plutôt très encourageants, hein, des plans éco-antibio. Mais du coup, voilà, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'est-ce qui changeait, ou pas d'ailleurs, finalement, avec cette baisse de l'utilisation et donc de la prescription des antibiotiques qui était évidemment fortement impulsée, même si évidemment ce ne sont pas les seuls acteurs qui y contribuent, mais par la profession vétérinaire. Et ce qui nous a semblé intéressant de discuter aujourd'hui, c'est de voir comment de nouvelles approches en fait de la santé animale émergent. Alors, il ne s'agit pas forcément de dire qu'elles sont uniquement liées au plan éco-antibio, à la baisse de l'antibiorésistance. Hein. Dans certaines filières, je pense notamment aux filières monogastriques, en réalité, certaines de ces approches sont antérieures même hein, au développement des plans éco-antibio et de la mise en œuvre de stratégies de réduction des antibiotiques dans les élevages. Mais pour autant, ce qui s'est passé ces 10 dernières années a pu jouer comme une forme de caisse de résonance hein, et de booster d'une certaine manière, aussi à la fois de la légitimité de ces approches, mais aussi de leur déploiement à différents niveaux. Et c'est ça que je vais essayer sur ce quoi je vais essayer de revenir ici, et en montrant que ça, je vais y revenir après dans mon introduction, mais que quand on essaie de réfléchir un petit peu à comment l'activité ou le métier vétérinaire évolue, il ne s'agit pas seulement de le regarder comme une pratique ou des savoirs médicaux, hein, ils le sont évidemment, c'est la médecine vétérinaire dont on parle, mais ce sont aussi des savoirs et des pratiques économiques liées au marché de la santé animale, et on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Alors, une de nos questions à la base, quand on a commencé à voir que c'est l'évolution de ces approches,
et de se demander ce que ça faisait du coup à la profession vétérinaire, à la processus de professionnalisation des vétérinaires. Je vais forcément utiliser quelques mots qui viennent des approches de la théorie sociologique. Donc, si des choses sont pas complètement claires, on pourra en discuter ensuite. Euh, mais voilà, ça nous intéressait de comprendre ça, d'autant plus que des dynamiques similaires ont été observées ces 20 dernières années, on va dire, dans le domaine de la médecine humaine. Et on se demandait beaucoup si on pouvait observer la même chose. Et une des choses qui était très importante, c'est qu'avec le développement de ce qu'on appelle en médecine humaine l'evidence-based medicine, hein, donc la médecine fondée sur les preuves, qui a des similarités, je vais revenir avec ce qui se passe dans la transformation d'activité vétérinaire, euh, a été portée par notamment un renforcement des régulations étatiques et marchandes, hein, c'est-à-dire une réglementation, de la même manière qu'aujourd'hui il y a un encadrement accru des conditions de prescription, de délivrance des antibiotiques, et aussi marchande, hein, avec un encadrement du marché du médicament. Là, je parle du marché du médicament vétérinaire, mais c'est observé aussi avec le développement de l'EBM en médecine humaine, et ce qui a été interprété comme une possible baisse de l'autonomie professionnelle des médecins. Puisque au fond, dans une logique d'evidence-based medicine, où tout est encadré, protocolisé, avec des guidelines, etc., on peut facilement ou de plus en plus se passer de la compétence professionnelle des médecins, puisqu'il s'agit de faire des analyses, de rentrer des données dans des logiciels qui sont capables, grâce à des arbres de décision, de guider et d'accompagner le diagnostic et la prescription. Il y avait un risque qui a été pointé dans la littérature, ou même plus qu'un risque, un phénomène de déprofessionnalisation donc de la médecine humaine. Et nous, ça nous intéressait d'essayer de comprendre si les transformations là, qu'on observait avec ce développement de ce qu'on a appelé les approches préventives et sur lesquelles je vais revenir, pouvaient tendre à la même chose. Et ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que notamment si on regarde à la fois conjointement les transformations des pratiques médicales, mais aussi du marché du médicament vétérinaire et du marché de la santé animale en général, et ben en réalité, probablement, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que finalement, il n'y a pas une baisse du pouvoir professionnel des vétérinaires, de leur autonomie professionnelle, mais que justement, ils sont capables de la refonder, la reconstruire différemment dans ce nouveau contexte qui est celui de la baisse de l'utilisation des antibiotiques et de l'émergence et le développement des approches préventives. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça, ce qui me fera revenir sur les différents points de mon intervention, qui vise en fait à essayer de montrer comment se recomposent à la fois les dimensions, l'organisation du travail en médecine vétérinaire et aussi ces modèles économiques. Donc, je verrai notamment dans un premier temps comment se diversifie l'expertise vétérinaire entre le sanitaire, le technique, le scientifique, avec un renouvellement des savoirs et des outils que les vétérinaires mobilisent au quotidien, ce qui est au fond ce qui correspond à ce qu'on va appeler les médecines vétérinaires préventives. Je verrai ensuite comment en fait ça se passe de manière assez concrète auprès dans les relations professionnelles que les vétérinaires tissent avec leurs clients, et on va voir que de nouveaux modes de contractualisation avec les éleveurs et les coopératives agricoles, si vous voulez, soutiennent ce développement des approches préventives. Et dans un troisième temps, ce qu'il soutient aussi, c'est les transformations même des cabinets vétérinaires, de l'entreprise vétérinaire, qui notamment, on va avoir des réseaux de cliniques qui se développent et qui sont aussi caractéristiques de toutes ces transformations que j'aurais évoquées avant. Alors, on se base sur un certain nombre de données qui ont été quasiment exclusivement récoltées dans le projet Roadmap, même si j'utilise aussi quelques entretiens que j'avais pu faire un peu précédemment avec des pionniers de la médecine vétérinaire préventive, mais on a mené
une trentaine d'entretiens et une vingtaine d'heures d'observation avec des vétos industriels, hein, comme ils s'appellent, c'est-à-dire qui bossent dans les filières monogastriques, plutôt industrielles, donc dans l'ouest de la France, porc et volaille, et conventionnelles, et 18 entretiens, et là, beaucoup plus d'heures d'observation ethnographique, hein, c'est-à-dire que les personnes du projet qui ont étudié ces vétérinaires, ils ont pu les suivre, parfois sur toute une semaine ou plusieurs semaines dans leur quotidien, avec des vétérinaires ruraux, donc qui travaillent essentiellement ici en bovin-lait. Et bon, je reviens pas là-dessus, le déroulement de mon argumentation, je l'ai présenté. Alors, euh, tout d'abord, dans un premier temps, je voulais revenir sur ce que j'appelle, en fait, enfin, ce qui caractérise, selon moi, fondamentalement l'émergence des approches préventives, ou ce que sont des approches préventives en santé animale. C'est l'idée qu'on est vraiment face à une diversification de l'expertise professionnelle et, en conséquence, des services que la profession offre, hein, ou cherche à délivrer à ses clients. Et ça, c'est quelque chose d'assez vraiment important. Alors, encore une fois, j'ai dit que dans les filières enfin, porc et volaille, c'est quelque chose qui est largement antérieur, hein, à la lutte contre l'antibiorésistance, hein. On en observe même des prémices dès les années 80 dans certains cabinets un petit peu pionniers. Mais en réalité, c'est vraiment des approches qui vont se développer à partir du début des années 2000, voire la fin des années 90. Et c'est ce moment où on va commencer à comprendre d'une certaine manière qu'il faut ne pas faire reposer uniquement sur les savoirs cliniques, hein, qui sont les savoirs historiques de la profession vétérinaire, hein, les historiens le montrent, dès la fin du 19e siècle et ensuite tout au long du 20e, la profession vétérinaire va fonder sa légitimité professionnelle sur la clinique vétérinaire, et c'est là-dessus qu'elle va non seulement obtenir une reconnaissance des pouvoirs publics qui va lui confier un certain nombre de monopoles professionnels sur le médicament, sur le diagnostic, sur tous ces outils-là, et aussi une légitimité face à une clientèle que sont les éleveurs qui, tout au long du 20e, se sont parfois montrés un peu réticents à aller chercher les services des vétérinaires, puisque d'autres professionnels, évidemment, prétendaient, enfin, avaient une prétention à avoir enfin, pouvoir intervenir sur le domaine de la santé animale. Et là, ce qui se passe depuis au moins une vingtaine d'années, et puis plus récemment dans le domaine, dans les filières, dans la médecine rurale, hein, c'est que cette juridiction, encore une fois pour parler comme un sociologue des professions, ce territoire professionnel historique qu'est la clinique vétérinaire, se transforme et s'ouvre à tout un tas de nouveaux savoirs et nouveaux outils qui renvoient aussi du coup à des compétences zootechniques, un travail, une approche sur la question de la nutrition, sur les questions d'hygiène, sur les questions de génétique notamment, sur la question de gestion des bâtiments. Tous ces domaines en fait de l'élevage deviennent des domaines d'intervention vétérinaire au nom de la gestion de la santé animale et donc de la gestion sanitaire des troupeaux. Et ça, c'est vraiment une dimension centrale de ce qui se passe aujourd'hui sur la manière dont les vétérinaires cherchent à réduire leur dépendance aux antibiotiques, du coup cherchent à avoir des approches préventives de la santé animale, et du coup se mettent à intervenir sur tout un tas de domaines qui sont plus ou moins nouveaux pour eux, qui sont moins nouveaux dans certaines filières, mais qui le sont davantage dans d'autres. Évidemment, je viens ici là, sur le dernier point que j'aurais pu mettre tout de suite, mais évidemment, ça pose la question de est-ce que ça réintroduit ou pas des luttes juridictionnelles, c'est-à-dire des luttes professionnelles entre différents groupes professionnels, qui sont les vétérinaires, mais aussi les éleveurs, mais aussi tout un tas de techniciens qui peuvent intervenir à différents niveaux, que ce soit les techniciens des groupements ou parfois de certaines industries, comme au niveau de l'alimentation ou de la génétique. Et ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai dans un second temps. L'autre élément qui est intéressant à voir sur le développement de la diversification de cette expertise professionnelle, et surtout cette promesse de sortir de l'antibiothérapie, qui parfois a pu être un peu dérivée, hein, cette promesse de réduire les intrants pharmaceutiques, hein, réduire les intrants médicamenteux. En réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. La lutte contre l'antibiorésistance produit ce qu'on pourrait dire une
désantibiotisation, mais certainement pas une démédication de l'espace de la santé animale, au sens où de nouveaux produits, ou en tout cas des produits vont connaître un développement de leurs usages, des produits pharmaceutiques, j'entends, et même parapharmaceutiques, hein, je vais y revenir, qui vont jouer comme une forme de substitution à l'antibiotique, mais certains d'entre eux vont justement accompagner le déplacement de l'expertise vétérinaire vers ces territoires plus zootechniques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, on a des médicaments à usage préventif comme les vaccins, sur lesquels évidemment là on est vraiment dans le domaine du médicament vétérinaire, et ça on voit, et les vétérinaires nous expliquent à quel point le vaccin devient un outil central de gestion préventive de la santé, hein. On voit aussi comment se déplace aussi l'usage des médicaments, hein, plutôt vers le sommet de la pyramide de production. Encore une fois, je parle surtout pour les filières ici monogastriques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment se développe l'usage de produits sur lesquels les vétérinaires n'ont pas le monopole de prescription et qui vont être aux confins du champ du médicament vétérinaire. Je pense évidemment à tout ce qui va concerner les médecines dites alternatives, hein, avec la phyto, l'aromathérapie, et qui même vont nous amener vers des types de produits qui sortent du domaine thérapeutique ou des allégations thérapeutiques pour aller vers les questions de nutrition, voire d'hygiène, de compléments alimentaires notamment. Les produits à base de plantes peuvent en faire partie, mais pas seulement. Et on voit bien, du coup, c'est encore une manière de montrer à quel point ce développement des approches préventives passe tout à fait par des outils, ici en l'occurrence des intrants, c'est-à-dire que les outils ne sont pas forcément que des intrants, mais qui permettent à ces vétérinaires d'intervenir sur un domaine élargi, encore une fois, et même repenser de ce que peut être la santé animale. Et du coup, ces enjeux-là, avec ce type de produits sur lesquels les vétérinaires n'ont pas un monopole de prescription et encore moins un monopole de vente, réintroduisent cette question des luttes juridictionnelles. C'est là que j'en viens à mon deuxième point, où au fond, même si je vous donne déjà un petit peu la conclusion de ce deuxième point, mais cette idée que finalement, contrairement à ce qui a pu se passer il y a probablement une vingtaine, voire une trentaine d'années dans les filières industrielles de porc et de volaille, où l'émergence déjà de ces approches préventives faisait qu'il y avait une compétition, enfin, et parfois des collaborations, mais en tout cas des enjeux parfois un petit peu complexes entre différents groupes professionnels par rapport au type de prestations, au type de services qu'ils étaient capables de fournir aux éleveurs. Aujourd'hui, ce qui nous semble avoir évolué, avoir assez changé, c'est que les vétérinaires, en tout cas, je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les cas, mais semblent parvenir, en tout cas essayer de se poser en référent santé ou en superviseur du soin ou de la santé animale, ce qui vont les placer dans une position un petit peu de coordination, de coordinateur des soins, on pourrait le dire comme ça, par rapport à différents professionnels. Et ça va, ce qui va les élever un petit peu au-dessus de ces luttes de juridiction professionnelle qui pouvaient être le cas dans les premières années, les premières décennies d'émergence des médecines préventives, en tout cas tout ce qui était antérieur à cette grande vague aujourd'hui qui est, à mon avis, largement soutenue par les politiques de lutte contre l'antibiorésistance. Et cette transformation un peu du rôle du vétérinaire en tant que coordinateur des soins, ça va passer par un certain nombre de transformations des pratiques, des pratiques vétérinaires, et notamment tout ce qui concerne la protocolisation de ces soins, où on voit que en fait, de nouveaux outils sont développés, hein, tout un tas de guidelines de prescription, d'outils de décision, le suivi des cahiers des charges. Alors, on pense ici évidemment au cahier des charges sans antibiotiques et dont Christine nous parlera dans la prochaine présentation, mais ça peut être aussi d'autres types de cahiers des charges, que ce soit bien-être par exemple, ou y compris même dans l'agriculture biologique quand c'est le cas, même si pour le coup là on n'a pas vraiment bossé sur les filières bio. Et puis aussi surtout
ce qui caractérise aussi aujourd'hui de plus en plus le travail et l'activité vétérinaire, un travail sur des données, bon, certes sanitaires, mais aussi des données technico-économiques, donc un gros travail de monitoring et de traitement et d'analyse des données. Donc en fait, tous ces nouveaux outils propres à la médecine préventive tendent un petit peu à protocoliser l'activité vétérinaire, et ça se voit aussi à travers les nouvelles prestations en fait de conseil, c'est-à-dire qui est un nouveau fer de lance aujourd'hui à la fois de l'économie des cabinets vétérinaires, mais aussi encore une fois des savoirs professionnels et de la manière dont les vétérinaires vont accompagner les éleveurs dans la gestion sanitaire de leurs troupeaux en général, voire dans la réduction des antibiotiques en particulier. Et ça se voit effectivement par tout un tas de dispositifs de suivi qui vont prendre différents noms, hein, audit, suivi, plan de surveillance, suivi de reproduction, suivi nutritionnel, enfin, etc. Il y a tout un tas de forfaits qui peuvent être, qui peuvent exister et qui sont aussi caractéristiques, à mon sens, de ces approches préventives, c'est-à-dire qui sont des approches longitudinales ou on pourrait dire de long terme. En fait, il ne s'agit pas d'intervenir de manière enfin sous forme d'urgence, le vétérinaire pompier, comme on dit parfois. Il s'agit de proposer un service qui va permettre en fait au vétérinaire de suivre la santé des troupeaux sur le temps long. Et ça, évidemment, c'est pas non plus propre au plan éco-antibio, hein. On se souvient, dès 2007, on a l'arrivée des bilans sanitaires d'élevage, des protocoles de soins, etc. Mais en fait, on est vraiment sur une tendance qui, à mon avis, renforce de plus en plus ce type d'approche et qui se caractérise, encore une fois, par ces outils protocolisés du soin et comme je le disais tout à l'heure, ce qui va permettre de faire émerger des nouveaux rôles aux vétérinaires, de superviseurs, de coordinateurs des soins et en réorganisant donc les conditions de travail et les rapports de travail avec les autres professionnels de la santé animale, que ce soit les éleveurs ou les différents types de techniciens. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, où on est moins dans une logique de conflictualisation potentielle de ces conditions et de ces relations de travail, grâce à ces formes de protocolisation qui vont permettre d'ériger le vétérinaire en superviseur et en coordinateur. Et au-delà de ces transformations un peu si vous voulez, techniques hein, des pratiques médicales des vétérinaires, il y a évidemment l'émergence de nouvelles pratiques économiques, hein, de relations économiques entre les vétérinaires et leurs clients, qui vont permettre de soutenir, de faire en sorte que ces nouvelles manières de pratiquer la médecine vétérinaire puissent exister, puissent être rentables d'une certaine manière. Et ça, on est dans une période assez particulière où il nous semble que c'est pas encore très stabilisé en fait comment l'évolution des modèles économiques des cabinets vétérinaires va évoluer. La fin d'une sorte de paiement à l'acte, hein, essentiellement qui passait par le médicament, vers des systèmes de forfaitisation, d'abonnement, de suivi, etc. Et c'est assez fascinant de voir la période un peu d'inventivité économique et presque d'ingénierie commerciale dans laquelle se situe aujourd'hui la profession, même si en fonction des filières et parfois des territoires, encore une fois, les degrés d'avancement de ces transformations aussi économiques du marché de la santé animale se situent. Et pour terminer rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, mais je passerai moins de temps sur cette dernière partie, toutes ces transformations, elles sont aussi rendues possibles par une évolution très importante, à la fois organisationnelle, mais donc aussi économique, de l'entreprise vétérinaire, c'est-à-dire du cabinet vétérinaire. Et j'ai titré ici Corporate Veterinary Medicine pour utiliser un peu un terme qui, à mon avis, rend mieux compte, même si anglo-saxon, de ce qui se passe. En France, on parle beaucoup de l'émergence des réseaux de cabinets, mais qui en fait sont plus que des réseaux de cabinets, mais sont vraiment une nouvelle forme d'entreprise vétérinaire, comme un type de corporate group, comme on dit en anglais, ou de holding, parfois, comme on va utiliser ce mot aussi en franglais, où une grosse société va être capable d'en agréger d'autres pour fournir tout un tas de services sur mesure, parfois de pointe, à leurs clients. Donc, comment un cabinet vétérinaire va désormais s'associer ou va être adossé à des laboratoires d'analyse, parfois des petites entreprises de fabrication de produits nutritionnels ou d'hygiène, la question de la distribution du
du médicament vétérinaire, etc. Donc, on a des entreprises vétérinaires qui grossissent, qui ont des formes juridiques et économiques qui se rapprochent elles, des corporate groups et qui sont capables en fait d'être en fait économiquement viables sur le marché de la santé à l'animal, enfin de proposer des prestations économiquement viables sur le marché de la santé animale à la fois pour l'éleveur et le groupement, donc c'est-à-dire les clients, le groupe, ici je parle du groupement de producteurs, et aussi pour le cabinet vétérinaire qui lui-même doit retrouver des formes de rentabilité à partir du moment où sa rentabilité historique, essentiellement basée sur la vente de médicaments et a fortiori d'antibiotiques, n'est plus viable. Et ça, moi, je pense que, enfin, on pense avec les collègues sociologues qui ont travaillé là-dessus, que c'est vraiment un élément central des transformations du marché de la santé animale et qui permettent d'accompagner, en fait, à la fois la réduction des antibiotiques, mais probablement de continuer à accompagner l'évolution des pratiques agricoles et des pratiques d'élevage sur lesquelles je ne m'attarde pas ici, mais qui continuent, en dépit de la baisse de l'utilisation des antibiotiques, bien souvent de s'intensifier, parfois de s'industrialiser au sens d'intégration verticale. Voilà, si vous avez quelques questions là-dessus, je pourrais en parler, mais là, j'ai choisi de faire un peu l'impasse sur ce point parce que ça concerne plus les enquêtes à propos des éleveurs. Et donc, pour conclure, hein, je dois dépasser de 2 ou 3 minutes. Je rappelle très rapidement le propos qui a été le mien ici, c'est-à-dire que la baisse de l'usage des antibiotiques s'appuie, voire soutient d'une certaine manière des transformations structurelles des modèles professionnels et économiques de la médecine vétérinaire, hein, avec l'idée que les approches préventives reposent sur une extension du domaine d'expertise vétérinaire hein, vers les questions les plus techniques et sur une médication plus variée des animaux, et que ça se donne à voir de manière assez concrète avec un processus de protocolisation et de contractualisation de l'activité vétérinaire qui va permettre aux vétérinaires de s'ériger en un coordinateur des soins, un référent santé. Je passe sur la notion d'hétéronomie, qui est un concept sociologique qu'on n'a pas forcément besoin de développer ici, mais que finalement, malgré tout ça, le vétérinaire parvient à préserver donc ces niches d'autonomie professionnelle, notamment en produisant des outils et des savoirs de pointe complètement ajustés à cette clientèle et donc signe d'une evidence-based veterinary medicine, comme on le dit dans le papier à partir duquel est basée cette intervention. Et ce qui me permet au final de répondre à la question un petit peu du départ, est-ce qu'on est ou pas face à un syndrome de déprofessionnalisation de la médecine vétérinaire, comme les médecins doivent le faire face côté médecine humaine? Alors, oui, si on considère que des contraintes externes vont croissantes sur la liberté professionnelle et sur le fait qu'il y a une standardisation de la gestion sanitaire hein, qui existe notamment par ces phénomènes de protocolisation des soins. Et pourtant, la légitimité professionnelle des vétérinaires parvient à être renouvelée, voire à être réaffirmée grâce justement à cette émergence d'un nouveau rôle de coordinateur que offrent les approches préventives en santé animale et toutes leurs déclinaisons à la fois en pratique, en même d'organisation des soins et des modèles économiques qui la rendent possible. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais couper le diapositive et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation qui a été très explicite et nous a introduit dans le monde vétérinaire. Est-ce que, Christine, nous avons des questions? Est-ce que nos auditeurs ont été interpellés, ont des interrogations? Sans doute, mais pour le moment, ils n'ont pas exprimé de questions. Donc, je pense que c'était un exposé très, très riche. Nicolas, merci beaucoup. Du coup, moi, je vais en avoir des questions. Alors, moi, je suis enseignante dans une école vétérinaire et j'enseigne la zootechnie. Alors, je me sens un peu interpellée par ce que tu dis. Historiquement, quand on emmène nos élèves vétérinaires rencontrer les vétérinaires, par exemple en filière porcine, un argument qui est souvent sorti par les vétérinaires, c'est 75% de mon travail, du vétérinaire en élevage porcin, c'est de la zootechnie. Donc, ça a l'air d'aller dans le sens de ce que tu exprimes.
et du coup, on est au bon endroit ici aujourd'hui. Est-ce que les vétérinaires ont exprimé, enfin, est-ce que lors des enquêtes, ça a généré des expressions en termes d'évolution de la formation, des besoins de formation des futurs vétérinaires? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont apparues lors des enquêtes, ou est-ce que c'est plutôt dans le cadre de la formation continue? Enfin, voilà, est-ce que tu as des choses qui seraient intéressantes à En fait, souligner? on voit effectivement les vétérinaires exprimer le fait qu'effectivement, pour réussir à continuer à aller dans ce sens-là, ils ont besoin de continuer à développer ces nouvelles compétences qu'on peut appeler zéotechniques ou préventives. Enfin, on peut débattre sur les mots. Et ça se passe pas de la même manière, évidemment, tu t'en doutes, entre la port-volaille, où il y a une historicité beaucoup plus longue hein, sur ça, où d'ailleurs les vétérinaires, même que j'avais enquêté il y a même quelques années, mettaient vraiment ça en avant comme une dimension centrale de l'identité de leur métier, c'est-à-dire de ce segment de la profession qui bossait sur port-volaille, et que c'était, tu l'as dit, hein, extrêmement important et valorisant pour eux. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils avaient choisi ces secteurs, hein, ces espèces en spécialisation, parce que ça impliquait d'aborder toutes ces questions techniques et surtout des relations avec les éleveurs qui n'étaient pas les mêmes. C'est moins le cas en médecine rurale. Alors, ces besoins de formation, ils sont clairement aujourd'hui, ils continuent d'être mis en avant, mais ils se déclinent. C'est pas forcément la formation initiale. En fait, ils mettent en avant le fait qu'il y a la formation continue et il y a ce qu'on va appeler le mentoring, notamment quand les jeunes vétérinaires entrent dans les cabinets, notamment les cabinets de ces filières-là, vont mettre en place des dispositifs de mentoring avec un junior et un senior qui vont leur permettre, en fait, dans les premières années, plutôt les 2 premières années, de les accompagner avec eux en élevage et de continuer, en fait, leur apprentissage de ces approches plus techniques, de cette mobilisation des données technico-économiques pour faire leur métier, etc. Parce que, vraisemblablement, il pourrait peut-être y avoir, je ne connais pas la grille de formation que vous avez à Oniris, mais encore plus effectivement de préparation initiale à ces approches-là, mais j'imagine que c'est pas forcément évident, que il faut quand même le background clinique, ce qui est quand même hyper important, et que c'est peut-être des choses qui s'apprennent aussi, surtout qu'elles doivent être assez spécifiées par rapport aux filières, par rapport aux groupements avec qui on va bosser, puisqu'on n'a pas accès forcément toujours aux mêmes données, etc. Donc la réponse est oui, mais à mon avis, la formation, elle a plusieurs points d'entrée, c'est pas que la formation initiale. D'accord, merci. Alors, je vois toujours pas de questions. Et du coup, j'enchaînerai avec une autre. J'ai eu l'occasion de visiter tu parlais de l'évolution des structures elles-mêmes, hein, qui s'organisent en réseau, qui grandissent en taille. Je vois qu'Aurélien aura une question. Est-ce que j'ai constaté dans certaines clientèles des embauches d'ingénieurs agro qui apportent des compétences complémentaires et qui permettent de générer un travail d'équipe entre ingénieurs et vétérinaires. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as pu observer des tendances lors de vos enquêtes? Ouais, sur les très grosses structures, en fait, il y a aussi une diversification du recrutement pour répondre à ce besoin de diversification de l'expertise, c'est-à-dire des savoirs techniques. Donc, on va trouver des techniciens, ils sont parfois appelés comme ça, mais qui ont un profil d'ingénieur agro. Et même, on a vu une fois ou deux des gens qui vont aller chercher des data analystes, en fait, parce qu'une partie de plus en plus importante, c'est vraiment l'analyse des données sanitaires, techniques, économiques, à la fois des élevages, mais parfois même à l'échelle des groupements qui commencent des fois à déléguer une partie de ces analyses, ces data analyses, et ça devient important. Donc peut-être même demain des gens avec des compétences en modélisation, des épidémiologistes qui pourraient être aussi recrutés, enfin en tout cas ce type de compétences, ça devient central, et c'est un peu le nerf de la guerre à mon avis, la gestion des données, de ces transitions vers le préventif qu'on voit aujourd'hui, quoi. Oui. Peut-être en plus quand on va avoir les objets connectés qui vont Voilà. multiplier les données disponibles. Absolument. Ouais. D'accord. Alors, je vois qu'Aurélien souhaitait poser une question et puis Bertrand Rédremont a posé une question. Aurélien, peut-être? Oui, bonjour Nicolas, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, un truc qui m'intéresse en tant que formateur auprès d'étudiants vétérinaires, c'est ce que tu as parlé, enfin, la médecine fondée sur l'épreuve, là, dont tu as parlé. Et donc, toi, tu l'as surtout associé dans ton discours, j'ai l'impression, à une forme de protocolisation.
Et moi, de mon point de vue, je l'associe plutôt à un rapport à la connaissance, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on Mm, considère comme une connaissance légitime ou pas. mm, Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de diversité. Donc, ce qui ressort de son discours, c'est plutôt les aspects protocoles et puis des guidelines. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit aussi un développement de thérapeutique non fondée sur des preuves, quoi, où tout le monde est des médecines alternatives avec des choses, des fois on ne sait pas trop, ou des fois on sait que ça marche pas. Et je me demandais si dans les enquêtes, il y avait quand même une certaine forme de diversité dans les réponses des vétérinaires en termes de rapport au savoir et de qu'est-ce qu'on considère comme. mm. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est une bonne question. C'est vrai que on n'a pas trop parlé ici, mais que cette histoire de développement d'une evidence-based medicine, c'est pas que des outils techniques, c'est aussi un rapport effectivement au savoir, à la légitimité de certains savoirs. Donc, la légitimité scientifique, même si c'est quelque chose qui a toujours existé, elle s'accroît quand même pour autant. On voit notamment sur ces gros cabinets des collaborations de plus en plus accrues avec des laboratoires pharmaceutiques, la participation à la mise en place d'essais cliniques, de plus en plus de jeunes vétérinaires qui vont passer les diplômes européens, qui vont être impliqués à la fois dans des formations. Les cabinets eux-mêmes vont devenir des prestataires de formation auprès des éleveurs. Et pour ça, il y a besoin d'une légitimité un peu académique des formateurs qui parfois même vont être publiants dans des revues, pas forcément de rang A, mais d'un certain nombre de revues, etc. Donc, on voit ça. Et de l'autre côté, effectivement, il y a ce statut des médecines alternatives. Mais je pense que dans le mot médecine alternative, en fait, il faut distinguer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être assez différentes, ne serait-ce que pour distinguer homéopathie et les médecines par les plantes, donc toutes les phytos et puis des déclinaisons autour de l'aroma. On n'a pas du tout les mêmes trajectoires en réalité de légitimation et de rapport à la science de ce type de médecine. À mon avis, ce que tu dis est certainement vrai pour l'homéopathie, sur lequel on n'a pas trop bossé, mais vous devez connaître en partie des travaux de Florence Elac là-dessus. C'est très situé dans certains types de filières, vraiment quelques vétérinaires un petit peu clés qui vont faire ça. C'est pas certain que c'est quelque chose soit si répandu dans la profession. Par contre, effectivement, on a l'impression, et d'ailleurs on a une thèse qui commence ici là, dans notre labo INRA de sociaux, sur les médecines par les plantes, là, tout ce qui va être phyto, et on voit que ça, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, mais qui, en même temps, commence à construire des formes de légitimité scientifique qui vont se rapprocher de celles du médicament vétérinaire classique, ou même il y a des mobilisations d'ailleurs pour faire reconnaître des formes d'AMM, sans doute un peu spécifiques, etc. Donc on voit bien que on peut pas dire que les vétérinaires vont s'absoudre, c'est sûr que non, au contraire, la légitimité scientifique reste à mon avis un élément central de la légitimité professionnelle, mais et c'est pour ça qu'elle essaie de la construire sur certains types de substances qui aujourd'hui deviennent d'importance comme alternative et aussi d'importance économique, tandis que sur d'autres qui vont rester à mon avis beaucoup plus aux confins et dans certains segments assez marginalisés de la profession, où la question va être moins se poser, parce que même d'ailleurs, ce sont ces autres formes de légitimité en fait qui font la valeur du médicament. Ici, quand je pense à l'homéopathie, on va rechercher des légitimités qui sont qui reposent sur d'autres répertoires de savoir que les répertoires de savoir scientifiques. Et ça se trouve, ce sont des médecines qui perdraient même de leur intérêt pour ceux qui les utilisent si on cherchait à les fonder sur ces savoirs-là, quoi. Voilà, ce qu'on peut dire un petit peu aujourd'hui, mais on espère en pouvoir dire plus prochainement. Là, on a une thèse qui commence sur le développement de la phyto, et c'est typiquement ce genre de questions qui nous intéressent. Merci Nicolas. Alors, une dernière question de Bertrand qui là porte plutôt sur le modèle économique. Donc Bertrand Ridremont pose la question est-ce que le déploiement des grands groupes de cliniques avec des rachats de clientèle qui est constaté en France est compatible avec le maintien de l'indépendance, à la fois de l'indépendance financière et de l'indépendance d'exercice des vétérinaires, est-ce que les choix économiques optimisés peuvent constituer une menace pour les cliniques rurales et pour le maillage vétérinaire? Ouais, mais c'est vraiment une très bonne question. J'ai pas forcément de réponse très précise là-dessus. Je pense que déjà c'est une question qui est beaucoup posée sur l'activité rurale,
que ce soit en Deville ou sur les cabinets mixtes, où là, c'est vraiment une crainte qui est exprimée par la profession, et même si ce qu'on peut voir effectivement dans d'autres pays où c'est encore plus développé, je pense à l'Angleterre où il y a quelques travaux, c'est qu'effectivement, ce risque-là, il est quand même en grande partie avéré, avec une forme de taylorisation de la médecine vétérinaire, de moins en moins de vétérinaires de profession, de plus en plus d'infirmiers vétérinaires, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en Grande-Bretagne, etc. Sur l'activité rurale en France, pour l'instant, j'ai l'impression que cette transition économique, elle est encore dans les mains des vétérinaires, qui sont les propriétaires de ces cliniques, et du coup qui pilotent un petit peu stratégiquement cette transition. Pour autant, est-ce que un risque de voir ce qui se passe comme sur la partie, enfin l'activité canine existe ou pas? Je ne saurais pas trop répondre. Je pense qu'il y a des enjeux économiques qui me dépassent. La question de la rentabilité du système. On sait que a priori le taux de croissance du marché de la santé animale est bien plus fort en canine, et donc doit beaucoup plus attiser les intérêts des investisseurs que sur la partie rurale. Donc, est-ce que ça prémunit? Je sais pas. Et puis aussi, je pense que la profession vétérinaire dans son segment rural au sens large, c'est-à-dire animaux de rente, a aussi un pouvoir politique d'une certaine manière qui peut peut-être permettre de défendre la dimension vétérinaire de ces cliniques. Voilà, c'est plus des hypothèses, des pistes de réflexion, mais que je serais ravi évidemment d'échanger, parce que c'est des questions qui nous intéressent de poursuivre. Je me permets de répondre en une minute à une question que je vois dans le chat sur un effet négatif avec beaucoup plus de charges. La réponse, en tout cas là, y compris au niveau du projet européen, parce qu'on a commencé à y réfléchir, elle est souvent oui. Il y a même dans certains pays, là, nous on n'a pas vu ce mot-là, mais dans les pays du Nord, la Hollande, Danemark, ils parlent même nous on a parlé de protocolisation, ils iraient même jusqu'à parler d'une bureaucratisation de l'activité vétérinaire, avec de plus en plus, voilà, et un cahier des charges administratif, toujours censé cocher des cases et être évalués eux-mêmes. Les vétérinaires sont beaucoup plus évalués sur la façon de leur activité aussi par ce type de protocole, par les vétérinaires inspecteurs, etc., etc. Et donc, oui, c'est parfois vécu, il y a une tension, en tout cas aujourd'hui, dans ces transformations. Et je pense qu'on peut la retrouver aussi dans certains cabinets français. Je pense que c'est dans tous les métiers. Hein. Aussi dans la recherche, absolument, aussi dans la recherche. Les éleveurs s'en plaignent aussi, la recherche. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Nicolas pour cette discussion très très riche. On pourrait continuer longtemps, mais je crois qu'on est content par l'agenda. Merci beaucoup. Et donc, je repasse la parole à Christelle pour introduire le dernier thème sur Roadmap également. Donc, je m'associe à Christine pour vous remercier, Nicolas, pour ce riche moment d'échange. Et donc, nous allons compléter maintenant par l'intervention de Christine, toujours sur le projet Roadmap. Donc, Christine, nous vous écoutons pour les 20 prochaines minutes.